Aujourd'hui, 12 cas où un seul homme a tout décidé. Nikolaï Sirotinine. Le 17 juillet 1941, à l'aube, village de Sokolnitchy, République socialiste soviétique de Biélorussie. Sur une position de tir dans un champ de seigle, près du pont sur la rivière Dobrost, se trouve un canon de 45 mm. À côté, le sergent-chef Nikolaï Sirotinine, âgé de 20 ans, pointeur originaire d'Orel. La 4e division blindée du groupe d'armées centre avançait sur la route menant à Krytchev. Les unités soviétiques battaient en retraite. Le canon de Sirotinine était dissimulé dans le seigle, la route se voyait bien depuis la butte et des marais bordaient les deux côtés. Les chars ne pouvaient pas la quitter. Le premier obus de Sirotinine a incendié le char de tête, le second, celui de queue. La colonne s'est retrouvée bloquée. Les Allemands étaient convaincus qu'une batterie entière leur tirait dessus. Le combat a duré environ 2 heures et demie. Au moment où l'infanterie a contourné la position, Sirotinine s'est retrouvé seul, les autres pièces de la batterie ayant été détruites. Selon les témoignages des habitants du village et les notes de l'Oberleutnant Enfeld, on compte 11 chars incendiés, 7 véhicules blindés et environ 50 morts. Quand les obus se sont épuisés, Sirotinine a continué à tirer à la carabine. Les Allemands l'ont enterré avec les honneurs militaires sur ce même champ. Le colonel de la 4e division a prononcé devant la tombe un discours, traduit à une habitante locale. Si tous les soldats du Führer se battaient ainsi, l'Allemagne aurait pris Moscou depuis longtemps. Le retard causé près de Sokolnitchy a donné aux unités soviétiques quelques heures, suffisantes pour se replier vers la rivière Sog. L'histoire de Sirotinine n'a été connue qu'en 1958, après une publication dans la revue Ogoniok. La photographie ne s'est pas conservée, et il n'a pas été proposé pour le titre de héros de l'Union soviétique. À titre posthume, il a reçu l'ordre de la guerre patriotique de première classe. Audie Murphy. Le 26 janvier 1945. Village de Holzwihr, en Alsace, dans l'est de la France. Moins 10 degrés, de la neige. Le sous-lieutenant Audie Murphy, âgé de 20 ans, commande une compagnie du 15e régiment d'infanterie. Sur 128 hommes prévus à l'effectif, 19 restent en ligne. Vers 14 heures, les Allemands lancent une attaque avec un bataillon d'infanterie et 6 chars. Murphy replie le reste de la compagnie dans la forêt et reste lui-même au poste de commandement pour diriger l'artillerie par téléphone de campagne. Derrière lui, brûle un chasseur de chars touché, dont l'équipage a abandonné l'engin. Quand les chars allemands arrivent sur sa ligne, Murphy grimpe sur le véhicule en flammes et ouvre le feu avec une mitrailleuse lourde Browning de calibre 50. Les munitions à l'intérieur pouvaient exploser à tout moment. Il coupe l'infanterie allemande des chars tout en dirigeant l'artillerie par téléphone. Un groupe allemand tente de s'approcher par un fossé, Murphy l'anéantit et l'attaque s'effondre. Selon la proposition de décoration, environ 50 soldats allemands sont tués ou blessés. Murphy est blessé à la jambe, mais reste en liaison jusqu'à la fin du combat. Pour Holzwihr, Murphy reçoit la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire des États-Unis. À la fin de la guerre, il totalise 33 décorations de combat, ce qui fait de lui le soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il joue dans plus de 40 films hollywoodiens. Murphy meurt dans un accident d'avion en 1971 et repose au cimetière national d'Arlington. Léo Major. Dans la nuit du 13 au 14 avril 1945, la ville néerlandaise de Zwolle. Dans la ville se trouve une garnison allemande et des unités de la SS. À la périphérie, des batteries d'artillerie canadiennes sont prêtes à ouvrir le feu sur la ville au matin. À 21h30, le commandant du régiment envoie 2 volontaires en reconnaissance pour préciser les positions ennemies et prendre contact avec la résistance. Il s'agit du soldat Léo Major et du caporal Willy Arsenault. Major a perdu l'œil gauche à cause d'une grenade au phosphore en Normandie. 6 mois plus tôt, il avait capturé seul 93 prisonniers allemands. Vers minuit, à la périphérie, un mitrailleur allemand ouvre le feu. Arsenault est tué. Major détruit la pièce, récupère l'arme de son camarade et entre seul dans la ville. Pendant 6 heures, il se déplace dans ce vol. Il tire avec 2 pistolets mitrailleurs à la fois, lance des grenades,
donnant aux Allemands l'impression d'une attaque de grande ampleur. Dans un bar, il capture un officier allemand et le convainc que la ville est encerclée. Celui-ci retire une partie de la garnison. Major établit le contact avec la résistance et incendie le bâtiment de la Gestapo. Vers 4 heures du matin, les Allemands ont quitté Zwolle. À 9 heures, Major regagne le régiment, ramenant le corps d'Arsenault. La préparation d'artillerie prévue est annulée, la ville n'a pas souffert. Pour Zwolle, Major reçoit la Distinguished Conduct Medal, la deuxième distinction en importance du Commonwealth britannique. Pendant la guerre de Corée, il répète cet exploit. Avec 18 éclaireurs, il capture une hauteur et la tient pendant 3 jours. Léo Major est le seul Canadien à avoir reçu cette distinction 2 fois lors de 2 guerres différentes. À Zwolle, une rue porte son nom. Vassili Arkhipov. Le 27 octobre 1962, le sous-marin diesel soviétique B-59 dans la mer des Sargasses. À bord se trouve une torpille nucléaire d'une puissance de 10 kilotonnes. 27 jours sans liaison avec Moscou. L'équipage ignore si la guerre a commencé. Le sous-marin est encerclé par 11 destroyers américains, menés par le porte-avions Randolph. Les Américains larguent des grenades sous-marines de signalisation pour forcer le submersible à faire surface. Dans les compartiments, il fait 50 degrés, la ventilation est endommagée. Le commandant Valentin Savitsky conclut que la Troisième Guerre mondiale a commencé et ordonne de préparer la torpille au lancement. Selon le règlement, le lancement exigeait l'accord du commandant et de l'adjoint politique. Mais à bord se trouvait aussi le chef d'état-major de la 69e brigade, le capitaine de frégate Vassili Arkhipov, supérieur en grade. Son accord était également requis. Arkhipov a refusé. Il a fait remarquer au commandant que les navires américains envoyaient des signaux et ne menaient pas une attaque ciblée, et a insisté pour faire surface. Le sous-marin est remonté. L'équipage a reçu de l'air, une demande est arrivée des navires américains. Arkhipov a envoyé une réponse. Arrêtez la provocation. L'incident s'est terminé ainsi. Une torpille de 10 kilotonnes lancée au milieu d'une escadre américaine aurait, selon toute probabilité, provoqué une riposte nucléaire. Arkhipov est mort en 1998 avec le grade de vice-amiral. Son rôle est resté inconnu en dehors d'un cercle restreint de marins militaires pendant plus de 30 ans. Alvin York. Le 8 octobre 1918. Forêt de l'Argonne, France. Un bataillon du 328e régiment d'infanterie tombe sous le feu d'un nid de mitrailleuses allemands sur la hauteur 223. Une patrouille de 17 hommes reçoit l'ordre de manœuvrer sur le flanc. Parmi les soldats se trouve le caporal Alvin York, âgé de 30 ans, fermier du Tennessee, ancien pacifiste à qui l'on avait refusé le statut d'objecteur de conscience pour motifs religieux. La patrouille contourne les positions par l'arrière et capture environ 70 prisonniers. À ce moment, des mitrailleuses allemandes ouvrent le feu depuis la pente voisine. 6 Américains sont tués, 3 blessés, et les 3 sergents figurent parmi les morts. York reste seul sur la pente découverte, à 25 mètres des positions ennemies. Chasseur expérimenté des montagnes des Appalaches, il s'allonge et tire sur les mitrailleurs dans l'ordre inverse, du dernier au premier, pour que ceux de l'arrière ne voient pas ce qui se passe. C'est ainsi que l'on chasse le dindon. Quand 6 Allemands, baïonnettes au canon, se ruent sur lui depuis la tranchée, York manque de munitions pour son fusil. Il passe au pistolet et les abat tous les 6, de nouveau en commençant par le dernier. Après cela, un officier allemand propose la reddition. Quand York, avec les 7 survivants, ramène les prisonniers aux lignes américaines, ils sont 132, dont 4 officiers. 35 mitrailleuses sont capturées. York a personnellement tué au moins 25 soldats. York reçoit la Medal of Honor des mains même du général Pershing, commandant du corps expéditionnaire américain, ainsi que la Croix de guerre française, la Légion d'honneur, la Croix de guerre italienne et la médaille d'argent du Monténégro. En 1929, le ministère de la guerre allemand mène sa propre enquête et confirme que le rapport américain sur les actions de York correspond aux faits. Mikhail Panikaka. Le 2 octobre 1942, périphérie ouest de Stalingrad, usine Octobre Rouge.
40e jour des combats de rue. Les positions du 883e régiment de fusiliers sont attaquées par des chars allemands. La première attaque est repoussée, mais les munitions s'épuisent. Dans l'une des tranchées se trouve le soldat de l'armée rouge, Mikhail Panikaka, âgé de 28 ans. Ancien matelot de la flotte du Pacifique, il s'est rendu à Stalingrad de son propre gré. Il combattait avec un maillot de marin rayé sous sa vareuse. Avant la nouvelle attaque, il n'a plus ni cartouches ni grenades. Sur la position se trouvent 2 bouteilles remplies d'un liquide inflammable auto-inflammable à base de phosphore blanc. Plusieurs chars avancent vers la tranchée. Panikaka bondit hors de la tranchée et lève le bras pour lancer une bouteille. À cet instant, une balle atteint la bouteille levée. Le liquide enflammé se répand sur son corps. Il devient une torche vivante. Il ne s'arrête pas. Il saisit la seconde bouteille, court jusqu'au char le plus proche et la brise contre la grille du capot moteur. Un éclair et le char s'embrase avec l'homme. Ce moment est décrit dans les mémoires du maréchal Tchouikov, commandant de la 62e armée. Derrière le premier char, un second s'arrête et l'attaque allemande s'effondre. Le titre de héros de l'Union soviétique n'est pas attribué à Panikaka en novembre 1942. À titre posthume, il reçoit l'ordre de la guerre patriotique de première classe. Le titre de héros ne lui est attribué qu'en 1990, 48 ans après sa mort, par le dernier décret du président soviétique. À Volgograd, sur le lieu de sa mort, se dresse un monument. Un homme de bronze enveloppé de flammes, les bras écartés. Daniel Inouye. Le 21 avril 1945, en Toscane, en Italie. Le sous-lieutenant Daniel Inouye, âgé de 20 ans, commande une section du 442e régiment d'infanterie, une unité composée presque entièrement d'Américains d'origine japonaise, dont les familles ont été placées dans des camps d'internement. La section reçoit la mission de prendre la crête de col Musatello. Les hommes s'emparent d'un poste d'artillerie et s'approchent à 40 mètres de la position principale. 3 mitrailleuses allemandes ouvrent un feu croisé. Inouye rampe seul vers le haut sous le feu. À 5 mètres, il lance des grenades dans l'embrasure de la première mitrailleuse. À cet instant, une balle lui transperce le ventre. Il se relève et détruit la deuxième pièce avec un pistolet mitrailleur Thompson. Il s'approche du 3e bunker. À 10 mètres de l'embrasure, il lève le bras avec une grenade déjà dégoupillée et à ce moment, une grenade à fusil lui arrache presque entièrement le bras droit. Sa propre grenade de combat reste serrée dans la main du bras arraché, suspendu par les derniers muscles. Inouye crie à ses hommes de rester où ils sont. De la main gauche, il retire la grenade de la main morte et la lance dans le bunker. La 3e mitrailleuse se tait. Inouye continue de tirer au Thompson de la main gauche jusqu'à ce qu'une balle lui traverse la jambe. Il perd connaissance. La crête est prise. Le bras droit est amputé sans anesthésie générale, trop de morphine ayant été administrée au poste d'évacuation. La guerre en Europe se termine 17 jours plus tard. Inouye est proposé immédiatement pour la Medal of Honor, mais elle n'était pas attribuée aux Américains d'origine japonaise. Il reçoit la Distinguished Service Cross. Après la guerre, il termine des études de droit et devient le premier représentant d'Hawaï au Congrès. La Medal of Honor lui est remise le 21 juin 2000, 55 ans après le combat. Inouye meurt en 2012, alors qu'il occupe la fonction de président pro tempore du Sénat des États-Unis. Stanislav Petrov. Le 26 septembre 1983, poste de commandement de Serpoukov 15 à 100 km de Moscou. Le lieutenant-colonel Stanislav Petrov prend son service d'officier de permanence. L'Union soviétique utilise le système spatial d'alerte précoce OKO, mis en service 1 an plus tôt. À 0h15, l'ordinateur émet un signal d'alerte maximale. Un satellite a détecté le lancement d'un missile balistique intercontinental depuis le territoire des États-Unis. Puis un second, puis encore 3. Selon la procédure, Petrov doit immédiatement en informer sa hiérarchie, après quoi débuterait la procédure de décision concernant une riposte nucléaire. Petrov transmet vers le haut que le signal est faux. Il n'a aucune preuve. Les radars terrestres restent silencieux. Les cibles sont trop lointaines. Un raisonnement l'inquiète. Une attaque réelle devrait comporter des centaines de missiles, pas 5.
Mais ce n'est qu'une intuition personnelle, pas une règle établie. Quelques minutes plus tard, l'alerte est confirmée comme fausse. L'enquête établira la cause. Un éblouissement des capteurs du satellite par la lumière du soleil réfléchit sur des nuages de haute altitude. La faille ne sera corrigée qu'en 1987. Petrov prend sa retraite en 1984 avec le grade de lieutenant-colonel. L'Union soviétique ne l'a jamais décoré. En 2006, une distinction spéciale des Nations Unies lui est remise, gravée des mots « à l'homme qui a empêché une guerre nucléaire ». Dmitri Ovtcharенko. Le 13 juillet 1941, sud de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Le soldat de l'armée rouge Dmitri Ovtcharенko transporte des munitions sur une charrette vers son régiment. Sur la charrette, sous une bâche, se trouvent 3 grenades et une hache. Il emporte toujours cette hache avec lui, fils d'un charpentier de village, habitué à cet outil depuis l'enfance. Près du hameau de Pessé, 2 véhicules allemands ayant percé jusqu'à l'arrière barrent la route. 53 hommes en descendent, 3 officiers et 50 soldats. Ovtcharенko est encerclé. On lui confisque son fusil. Un des officiers commence à l'interroger. Ovtcharenko feint la peur et s'approche lentement de la charrette. Il saisit la hache et tranche la tête de l'officier d'un seul coup. Puis il lance 3 grenades sur les soldats. Il poursuit le second officier et le tue à la hache. Après les explosions, 21 soldats allemands sont morts et 2 officiers ont été tués à la hache. La trentaine restante fuit dans la panique, abandonnant ses armes. Ovtcharenko rassemble les documents, les cartables et les cartes des morts et poursuit sa route. À l'état-major, son récit n'est d'abord pas cru. Il est placé en détention comme déserteur présumé. Mais les documents s'avèrent authentiques, des documents d'état-major, avec des cartes de position. Un détachement de reconnaissance envoyé sur place trouve 21 corps et 2 officiers décapités. La hache est retrouvée sur une souche, près de la position. Par décret du Présidium du Soviet suprême du 9 novembre 1941, Dmitri Ovtcharenko reçoit le titre de héros de l'Union soviétique. Il combat jusqu'en janvier 1945, date à laquelle il est grièvement blessé lors des combats en Hongrie et meurt de ses blessures. Fritz Christen. Le 24 septembre 1941, au nord-ouest de Demiansk. À la lisière d'une forêt se trouve une batterie anti-char de la division SS Totenkopf. L'une des pièces de canon de 50 mm est servie par le pointeur Fritz Christen, âgé de 20 ans, fils d'un garde forestier de Bavière. À midi, entre 12 et 15 chars soviétiques avancent à travers champs accompagnés d'infanterie. Pendant ce combat, la pièce détruit 6 chars T-34. Le lendemain matin, une nouvelle attaque a lieu. Un coup direct touche le canon. Toute la pièce est tuée, la lunette de visée est brisée. Christen est blessé. Il reste seul près du canon, sans optique, et continue de tirer en visant à travers le tube. 7 chars de plus. Après cela, Christen tient seul la position pendant 3 jours. Les canons voisins sont détruits, l'infanterie s'est retirée, il n'y a plus de liaison. La nuit, il rampe jusqu'aux positions détruites pour y récupérer des obus. Il démonte partiellement le canon, le traîne sur quelques mètres et continue de tirer. Il n'y avait pas d'eau sur la position. Le 27 septembre, des unités de la division Totenkopf lancent une contre-attaque et retrouvent Christen vivant près du canon détruit, avec 3 obus restants. Devant sa position se trouvaient 13 chars détruits et environ 100 corps de fantassins. Le commandant de la division, l'Obergruppenführer Eicke, lui remet la croix de fer de première classe et le propose pour la croix de chevalier. Hitler lui remet la décoration en personne, Christen devenant l'un des premiers simples soldats de la SS à la recevoir. Après la guerre, Christen passe 10 ans dans des camps soviétiques et est libéré en 1955. Il meurt en Bavière en 1995. Desmond Doss. Le 2 mai 1945, sur l'île d'Okinawa, Uraso Emura, secteur des combats pour l'escarpement de Maeda, haut de 120 mètres, aux falaises abruptes. Les soldats américains l'appelaient Hacksaw Ridge. On y monte par des filets de fret. Là-haut, les attendent des milliers de soldats japonais retranchés dans un vaste réseau de fortifications souterraines.
Le brancardier de la 2e compagnie du 1er bataillon du 307e régiment d'infanterie, le soldat de première classe Desmond Doss, ne porte pas d'armes. C'est un adventiste du 7e jour, pour qui le commandement « tu ne tueras point » n'admet aucune exception. L'armée a tenté d'obtenir son transfert et son départ volontaire, des camarades l'ont menacé au camp d'entraînement. Le commandant de compagnie, le capitaine Glover, a personnellement exigé son renvoi. Doss est resté. Il a dit à Glover de ne pas douter de son courage, qu'il resterait à ses côtés à sauver des vies pendant qu'il prendrait celles des autres. Quand les Japonais ouvrent le feu, la compagnie subit environ 75 pertes, tués et blessés confondus, le reste est repoussé. Doss reste seul sur l'escarpement. Pendant 12 heures, sous un feu continu, il recherche les blessés, les panse et les traîne jusqu'au bord de la falaise, d'où il les descend un par un à l'aide de brancards de corde. Il tient son propre compte et prie, demandant à Dieu de l'aider à en sortir un de plus. Au moment où il redescend lui-même, il a évacué de l'escarpement 75 hommes. Parmi eux, le capitaine Glover, qui qualifiera plus tard Doss de l'un des hommes les plus courageux qu'il ait jamais connus. En mai, Doss est grièvement blessé par des éclats de grenade et une balle de tireur isolé qui lui broie le bras. Allongé sur un brancard, il cède sa place à un blessé plus grave et attend le groupe de brancardiers suivants. Le 12 octobre 1945, le président Truman remet à Desmond Doss la Medal of Honor. Il devient le premier objecteur de conscience de l'histoire des États-Unis à recevoir cette distinction. Il meurt en 2006, à l'âge de 87 ans. Charles Upham. Le 22 mai 1941, île de Crète, Grèce. La première opération aéroportée massive de l'histoire, l'opération allemande Mercure. Le sous-lieutenant Charles Upham, âgé de 32 ans, éleveur de moutons de Canterbury, mène l'attaque d'une section du 20e bataillon du corps expéditionnaire néo-zélandais. Pendant les 9 jours de combat en Crète, Upham détruit personnellement une pièce de mitrailleuse en lançant une grenade par la fenêtre d'une maison, feint la mort, attend qu'un soldat allemand s'approche tout près et tire. Dans la région de Sfakia, avec une mitrailleuse légère Bren, il anéantit un groupe allemand au fond d'un ravin, tuant 22 hommes. Il est blessé 3 fois et souffre de dysenterie. Pour la Crète, il est proposé pour la Croix de Victoria, la plus haute distinction du Commonwealth britannique. Sa première réaction est de dire que cette décoration est pour ses hommes, pas pour lui. 14 mois plus tard, dans la nuit du 14 au 15 juillet 1942, première bataille d'El Alamein, Égypte. La compagnie de femmes reçoit la mission de prendre la Crète de Rouweizat. Avant même le début de l'attaque, il reçoit une première blessure et refuse l'évacuation. En reconnaissance, il détruit à la grenade un camion allemand transportant de l'infanterie, des éclats de ses propres grenades le blessant à nouveau aux 2 bras. Pendant l'assaut, il détruit personnellement plusieurs positions de mitrailleuses. Une balle lui broie le bras droit. Upham retourne auprès de sa compagnie et continue de commander. Quand les Allemands lancent une contre-attaque avec des chars, il ne reste que 6 hommes en ligne dans toute la compagnie. Upham perd connaissance et est fait prisonnier. En captivité, il tente 3 fois de s'évader. Pour cette raison, les Allemands le transfèrent au château de Colditz, un camp pour incorrigibles. En avril 1945, Colditz est libéré par l'armée des États-Unis. En septembre 1945, Upham reçoit une barrette à sa croix de Victoria pour El Alamein. Quand le roi George VI a demandé à son commandant si Upham méritait cette distinction, celui-ci a répondu qu'avec tout le respect dû, Upham avait mérité la croix de Victoria plusieurs fois. Charles Upham est le seul soldat combattant de l'histoire à avoir reçu la croix de Victoria 2 fois. Il est rentré en Nouvelle-Zélande, a travaillé toute sa vie dans une ferme et est mort en 1994. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais laissé une voiture allemande entrer sur sa ferme. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de qui parmi ces hommes vous aimeriez voir un épisode entier.